On est peut-être en train d'assister à une montée en tension silencieuse, mais extrêmement dangereuse. En quelques jours à peine, deux puissances ennemies, les États-Unis et l'Iran, ont dévoilé coup sur coup de nouvelles armes. Pas des prototypes, pas des annonces vagues, des systèmes bien réels, pensés pour un conflit moderne, et potentiellement imminent. Et le plus inquiétant, ce n'est pas seulement leur puissance, c'est le message qu'elles envoient. Côté américain, on n'est plus dans la simple modernisation de l'armée. On est dans une transformation complète de la manière de faire la guerre. Les États-Unis investissent massivement dans ce qu'on appelle la guerre de nouvelle génération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des armes capables de frapper plus vite que jamais, mais aussi de décider presque seules. Prenons les missiles hypersoniques. Ce sont des engins capables de dépasser Mach 5, soit plus de 5 fois la vitesse du son, tout en étant manœuvrables. Contrairement aux missiles classiques, ils ne suivent pas une trajectoire prévisible. Ils peuvent zigzaguer, changer de cap et rendre les systèmes de défense quasiment inutiles. Et ça change tout, parce que ça réduit le temps de réaction à quelques minutes, voire quelques secondes. Maintenant, ajoute à ça les drones autonomes. Pas les drones classiques pilotés à distance. Des drones capables de fonctionner en essaim, de communiquer entre eux, de s'adapter en temps réel sur le terrain. Des machines capables d'identifier une cible, de la suivre et potentiellement de frapper sans intervention humaine directe. On est clairement dans une logique où la vitesse et l'intelligence artificielle deviennent des armes à part entière. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis développent aussi des capacités de frappe globale instantanée. L'idée est simple, être capable de toucher n'importe quel point du globe en moins d'une heure, sans prévenir, sans possibilité de riposte immédiate. C'est une stratégie de domination totale, où l'avantage technologique devient décisif. Mais en face, l'Iran joue une toute autre partition, moins technologique sur certains aspects, mais beaucoup plus imprévisible. Téhéran sait qu'il ne peut pas rivaliser frontalement. Alors il contourne. L'Iran mise sur des missiles balistiques de moyenne portée, constamment améliorés. Moins sophistiqués que les armes américaines, mais capables de saturer les défenses. Parce que la logique iranienne, ce n'est pas la précision parfaite, c'est le volume. Envoyer suffisamment de projectiles pour submerger les systèmes adverses. Et ça, c'est redoutable. Ajoute à ça les drones kamikazes. Peu coûteux, faciles à produire, mais extrêmement efficaces. Ils peuvent être lancés en grand nombre, viser des infrastructures critiques ou des navires. Et surtout, ils compliquent énormément la défense. Parce que même un système avancé peut être débordé face à des dizaines, voire des centaines de cibles simultanées. Mais le vrai levier stratégique de l'Iran, il est ailleurs, il est géographique. Avec des systèmes anti-navires et des missiles côtiers, Téhéran peut menacer des zones clés comme le détroit d'Ormuz, un passage vital pour le commerce mondial de pétrole. En clair, l'Iran ne cherche pas à gagner une guerre classique. Il cherche à rendre toute guerre ingérable, trop chère, trop risquée, trop incertaine. Et c'est là que la confrontation devient intéressante, parce qu'on a deux visions opposées. D'un côté, une puissance qui veut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus précisément. De l'autre, un acteur qui mise sur la saturation, l'usure et la capacité à perturber l'ensemble du système. Deux stratégies radicalement différentes. Mais une seule réalité, plus ces capacités avancent, plus le risque de dérapage augmente. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on n'est pas seulement dans une démonstration de puissance militaire. On est dans une mise en scène. Chaque test, chaque image publiée, chaque déclaration officielle est pensée comme un signal, un message adressé à l'adversaire, mais aussi au reste du monde. Du côté des États-Unis, la stratégie est assez directe. Montrer qu'ils peuvent frapper n'importe où, à n'importe quel moment, avec une précision chirurgicale. C'est une manière d'imposer une forme de contrôle global. Un message implicite, nous avons la capacité d'agir avant même que vous ne puissiez réagir. C'est ce qu'on appelle la dissuasion par supériorité. Mais en face, l'Iran ne joue pas du tout sur le même terrain. Téhéran ne cherche pas à impressionner par la précision. Il cherche à imposer le doute, à créer de l'incertitude. Quand l'Iran montre ses missiles ou ses drones, le message est simple. Vous pouvez nous frapper, mais vous ne contrôlerez jamais les conséquences. C'est une dissuasion par le chaos potentiel. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Parce que ces deux logiques ne se répondent pas vraiment. Elles se superposent. D'un côté, une puissance qui croit maîtriser l'escalade grâce à sa technologie. De l'autre,
un acteur qui mise justement sur l'imprévisibilité pour la rendre incontrôlable. Résultat, un dialogue indirect où chacun interprète les signaux à sa manière. Et dans ce genre de situation, le moindre malentendu peut devenir critique. Un test de missile mal perçu, un exercice militaire interprété comme une préparation à une attaque, une frappe ciblée qui déclenche une réaction en chaîne. Le problème, c'est que plus les armes sont rapides, plus les décisions doivent l'être aussi. Et plus les décisions sont rapides, plus elles laissent place à l'erreur. Aujourd'hui, avec des systèmes capables de frapper en quelques minutes, le temps de réflexion stratégique se réduit considérablement. On passe d'une logique de diplomatie lente à une logique de réaction immédiate. Et ça, historiquement, c'est un facteur d'instabilité majeure. Autre élément clé, la communication. Les deux camps utilisent massivement les médias, les réseaux, les images spectaculaires. Pourquoi? Parce que la guerre moderne ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans la perception. Montrer une arme, ce n'est pas juste informer, c'est influencer, c'est faire pression, c'est tester la réaction de l'adversaire, sans tirer un seul coup. Mais là encore, il y a un risque. À force de multiplier ces démonstrations, la frontière entre intimidation et provocation devient floue. Et quand cette frontière disparaît, chaque action peut être perçue comme une escalade. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que ces démonstrations empêchent réellement la guerre, ou est-ce qu'elles la rendent simplement plus probable à long terme? Parce qu'à force de jouer avec la pression, il suffit d'un seul moment de trop, un seul calcul erroné, et tout peut basculer. Le vrai problème, c'est que cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran ne se limite pas à une rivalité bilatérale. Elle s'inscrit dans un système beaucoup plus large et beaucoup plus instable. Le Moyen-Orient est déjà l'une des régions les plus sous tension au monde. Et aujourd'hui, chaque mouvement militaire, chaque démonstration de force agit comme un domino. Parce que derrière les États-Unis et l'Iran, il y a des alliances, des partenaires, des adversaires indirects, des pays qui observent, qui réagissent et parfois qui anticipent. Prenons un exemple simple. Quand l'Iran renforce ses capacités militaires, certains États de la région se sentent immédiatement menacés et ils réagissent. Renforcement des défenses, achat d'armes, rapprochement stratégique avec Washington. C'est un effet miroir. Mais dans l'autre sens, quand les États-Unis déploient de nouveaux systèmes ou intensifient leur présence, cela alimente le discours iranien, celui d'un encerclement, d'une pression constante. Et ça justifie, aux yeux de Téhéran, une montée en puissance encore plus agressive. On est dans un cercle, un engrenage. Et le plus inquiétant, c'est que cet équilibre repose de moins en moins sur des règles claires. Pendant des décennies, il existait des lignes rouges plus ou moins implicites, des limites que chacun évitait de franchir. Aujourd'hui, ces lignes deviennent floues. Pourquoi? Parce que les formes de confrontation ont changé. On n'est plus seulement dans des conflits ouverts, on est dans des affrontements indirects, cyberattaques, guerres d'influence, frappes ciblées sans revendication claire, soutien à des groupes intermédiaires. Tout ça crée une zone grise permanente. Et dans cette zone grise, il devient très difficile de savoir où commence réellement une guerre. Autre facteur de fragilité, la multiplication des acteurs. Ce ne sont plus seulement des États qui entrent en jeu, mais aussi des groupes armés, des milices, des organisations qui peuvent agir de manière autonome, tout en étant liées, de près ou de loin, à ces grandes puissances. Et ça complique tout, parce qu'un incident déclenché par un acteur secondaire peut entraîner une réaction en chaîne incontrôlable, sans que personne n'ait vraiment voulu une escalade directe. Et puis, il y a un élément qu'on sous-estime souvent, la pression interne. Dans chacun de ces pays, il y a des enjeux politiques, économiques, sociaux, des dirigeants qui doivent montrer de la fermeté, des opinions publiques à convaincre, et parfois, afficher sa puissance à l'extérieur devient un outil pour renforcer sa position à l'intérieur. Résultat, les marges de manœuvre se réduisent, reculer devient difficile, temporiser devient risqué politiquement, et dans ce contexte, chaque décision est prise sous contrainte, ce qui rend l'ensemble encore plus instable. Aujourd'hui, l'équilibre tient, mais il est extrêmement fragile, parce qu'il ne repose plus sur une stabilité réelle, il repose sur une accumulation de tensions contenues. Et l'histoire l'a déjà montré, quand trop de tensions s'accumulent dans un système aussi complexe, ce n'est pas forcément une grande décision qui déclenche la crise, c'est souvent un détail,
un événement mineur, un moment mal interprété, et c'est précisément ce qui rend cette situation aussi préoccupante. Au fond, ce qu'on est en train de voir entre les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas une simple démonstration de force. C'est une phase de préparation, pas forcément à une guerre directe, mais à un rapport de force durable, tendu et potentiellement explosif. Chaque arme dévoilée, chaque capacité mise en avant, c'est une manière de tester quelque chose, tester les réactions internationales, tester les limites de l'adversaire, tester jusqu'où on peut aller, sans déclencher de réponse irréversible. C'est une forme de calibration permanente. Et dans cette logique, le silence est presque aussi important que l'action. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré, ce qui reste volontairement flou. Parce que dans les relations internationales, l'incertitude est aussi une arme. Mais il y a un point clé qu'il ne faut pas rater. On n'est plus dans une logique où la puissance seule suffit à dissuader. Aujourd'hui, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui crée l'équilibre. La vitesse des armes, la capacité de nuisance indirecte, la maîtrise de l'information, et surtout, la perception. Parce que ce qui déclenche une crise, ce n'est pas toujours une attaque. C'est souvent la manière dont une intention est interprétée. Et c'est là que tout devient extrêmement sensible. Un pays pense envoyer un signal de dissuasion. L'autre y voit une provocation. Un acteur croit stabiliser la situation. Il contribue en réalité à l'aggraver. Et dans un contexte où les décisions doivent être prises de plus en plus vite, cette ambiguïté devient un facteur de risque majeur. Alors la vraie question, elle est là, pas dans la puissance des armes, mais dans la capacité à contrôler ce qu'elles impliquent. Est-ce que ces démonstrations permettent réellement d'éviter un conflit, ou est-ce qu'elles créent les conditions d'un affrontement plus brutal, plus rapide et plus difficile à contenir? Parce qu'à ce stade, le danger ne vient pas seulement d'une volonté de guerre. Il vient de la possibilité d'un enchaînement, un engrenage où chacun réagit à l'autre, sans forcément vouloir aller jusqu'au bout, mais sans pouvoir s'arrêter non plus. Et c'est peut-être ça le point le plus inquiétant. On est dans une situation où personne ne veut officiellement la guerre, mais où tout est en train de se mettre en place pour qu'elle devienne possible.